Salut à tous, bienvenue donc sur l'Entrepreneur Lifestyle, Thierry hashtag Henry, épisode 65. Aujourd'hui on va parler donc d'actifs digital avec donc mon invité qui est un expert donc, du domaine, qui est ce qu'on appelle un éditeur de site, qui a en plus donc plusieurs sites, qui a s'est développé comme ça sur internet, et dernièrement donc il a développé une plateforme, une place de marché pour pouvoir donc être un intermédiaire et aider ceux qui veulent donc créer des sites internet. Donc je te dis tout après avoir donc remercié le sponsor. Comment apprendre à déléguer donc efficacement? C'est ce que je te propose dans cette formation donc, qui va durer 7 jours, où tu vas apprendre à libérer ton temps, à laisser donc les autres faire les tâches qui sont donc moins rémunératrices. Comme ça donc tu vas pouvoir gagner plus d'argent et faire gagner de l'argent à ton entreprise et indirectement donc mieux payer tes équipes, que ce soit des freelances ou des salariés. Donc le but c'est vraiment donc d'avoir une structure légère et de faire des business comme on aime les faire, des business d'entrepreneurs lifestyle. Donc je te dis tout donc dans le lien ici, donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/team, T-E-A-M. Donc thierry-du6henry.fr/TEAM, tu vas apprendre à être un entrepreneur libre et donc à savoir déléguer comme un pro et donc à scaler ton business jusqu'à 7 ou 8 chiffres. A tout de suite. Learnbox, en tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir donc 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant, thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. Donc mon invité, donc Kevin Jourdan, que tu dois connaître, donc tu peux aller donc sur kjordan.com, tu vas avoir donc des informations par rapport à ce qu'il fait, mais le plus important c'est d'aller donc sur dotmarket.eu, donc D-O-T market en anglais, .eu pour l'Europe, parce que donc il compte développer pour toute l'Europe. Tu verras en fin de compte, il reprend ce qui a été fait aux États-Unis par une super place de marché, donc on a répété plusieurs fois, je te laisse écouter. Donc si toi tu n'as pas envie de créer des sites ou tu veux ajouter un site à ton site pour avoir des revenus supplémentaires ou faire des liens entre les sites, donc je te conseille d'aller voir la plateforme. Donc voilà, il faut avoir un petit budget, mais il y a des petits sites. Puis après, si tu as des gros moyens, pourquoi pas aller prendre des sites, ne pas t'occuper donc de le développer. Il y a déjà donc du revenu, donc tu pourras gagner de l'argent avec ça. Donc moi, je te dis donc de commenter, de partager, de rester jusqu'à la fin, parce qu'on aura donc une petite surprise pour toi. Et puis donc je te dis à tout de suite avec Kevin. Salut Kevin, Yes. comment tu vas? Bah écoute, ça va super bien. Ravi d'être dans ton podcast. Merci de me recevoir. Merci. Donc comme tu le sais, donc on est sur l'entrepreneur lifestyle, donc les sites, c'est vraiment, surtout dans le fait comment toi tu le vends et comment tu proposes les services, donc c'est vraiment, ça tombe pile dans le sujet, parce que moi, ce que j'appelle, j'ai même souvent fait des articles, ce qu'on appelle l'immobilier virtuel. Pour moi, les sites internet, c'est de l'immobilier virtuel, c'est de l'actif virtuel. Mhm. Donc, très intéressant. Donc, j'ai plein de questions, donc ça va être dur pour toi. Je vais t'en poser plein. J'espère qu'il n'y aura pas de questions Je m'y pièges. étonne. Il n'y a pas de souci, vas-y. Bon, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, puis ensuite, je vais te poser plein de questions. Ok, ça marche. Ah, ça, c'est l'exercice un peu tricky. Mais cette fois, il va un peu évoluer parce que pendant longtemps, je me suis présenté comme éditeur de site internet, à faire un petit peu de formation, de site de niche et tout ça. Ça va être l'occasion de faire une nouvelle présentation pour 2020 parce qu'aujourd'hui, je me suis 100% recentré sur l'exploitation d'une marketplace qui s'appelle Dot Market et qui fait, comme tu l'as dit, de l'immobilier web, c'est-à-dire qu'on agit en tant que tiers de confiance pour faciliter des transactions entre vendeurs de leur business web et acheteurs, investisseurs dans ce domaine. Ça D'accord. n'exclut pas mes activités d'éditeur de sites de niche. Je suis toujours un éditeur de sites absolument ravi. Mais on va dire que Dot Market aujourd'hui est devenu mon activité principale et celle qui va m'occuper le plus en 2020. Donc, pour revenir sur l'immobilier virtuel, tu es un agent immobilier, enfin un agent de site internet, on va dire. Tu fais la C'est transaction entre les deux. exactement ça. Et comme tu as l'expertise, tu peux donc estimer, conseiller l'acheteur et conseiller le vendeur aussi. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique quand je dois présenter mon métier à des gens qui connaissent pas du tout le web, leur dire que t'achètes et vends des sites internet, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, en général, c'est ce que je finis par dire. Je dis, imagine un agent immobilier, ben, la même chose avec un site internet et ça paraît un petit peu plus. Et on propose D'accord. exactement les mêmes services, tu l'as dit.
Ça va de l'estimation à l'analyse, parce que l'estimation, c'est une chose, mais l'analyse, l'audit technique pour vérifier qu'il n'y a pas des petites choses cachées par-ci, par-là, c'est vraiment le plus gros du travail. L'accompagnement légal, financier, bref, tout ce que tu pourrais attendre d'un agent immobilier, quoi. Bon, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça, on va en parler plutôt à la fin, plus de la marque. Là, on va plutôt parler donc, tu vas te donner des conseils généraux, on va dire. J'ai plein de petites questions. Donc, je précise bien, donc c'est dotmarket.eu. C'est ça. Tu as aussi, donc, tu m'as dit le IO, le Africa, parce que tu as des projets pour l'Afrique aussi. Exactement, ouais. Voilà. Donc première question, donc, comment, en fin de compte, c'est quoi la différence entre acheter un site et créer un site? Alors, Les avantages et les inconvénients. ouais, ok, c'est une bonne question et c'est d'ailleurs je bosse sur un article là-dessus. Tu vois peut-être que je reprendrai de tes arguments, de nos arguments d'aujourd'hui pour l'enrichir. C'est une bonne question et je dirais que c'est une question probablement de capital initial. Et par capital, j'entends capital temps, capital financier, capital énergie, capital compétence. Quand tu démarres dans un business, je pense et je le pense encore aujourd'hui, euh, que c'est toujours mieux de créer pour comprendre. Par contre, quand tu as une certaine expérience dans un domaine, ce qui est mon cas aujourd'hui dans l'édition de sites internet, créer de zéro, ça vient avec toute la frustration de devoir attendre pendant des mois, de démarrer un petit peu de rien, de devoir répéter des actions que tu as fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et donc, le fait de pouvoir acheter, le fait de pouvoir investir dans de l'actif déjà présent, bah, ça permet de pouvoir attaquer directement les choses excitantes quand tu atteins un certain niveau de maîtrise de ton savoir-faire dans du référencement ou dans de l'affiliation, monétisation, etc. C'est de pouvoir prendre un acquis et aller attaquer directement toutes les problématiques qui vont te permettre d'amener le site à un niveau supérieur. Donc, la plus grosse différence, c'est que dans un cas, bah, tu fais tout de zéro et Inch'Allah. Et dans l'autre cas, tu prends un actif existant et grâce à l'audit, l'analyse que tu peux faire en amont, tu peux directement identifier si c'est un site sur lequel tu vas pouvoir t'éclater en allant optimiser des choses qui t'intéressent ou si c'est un site où ce qu'il y a à optimiser n'est pas forcément dans tes intérêts ou dans tes compétences. Surtout que là, on parlait plus peut-être d'entrepreneurs solo, mais si tu as une équipe, bah, après, tu peux aussi faire ça dédié, enfin, pour les grosses boîtes qui rachètent des sites pour faire des sites satellites, on va dire. Elles ont déjà l'équipe pour le faire, donc là, c'est différent. Quand tu es en solo, bah, tu crées, c'est un peu différent. Et c'est en général, quand tu as pris le temps donc, de créer un ou deux sites, voilà, tu as eu quelques connaissances en SEO et en technique pour pouvoir donc juger si c'est bien ou pas. Exactement, exactement. Après, peut-être des avantages, des inconvénients, on pourrait passer 2 heures là-dessus parce qu'il y en a plein et ça dépend vraiment des profils, mais de manière générale, je dirais que les avantages et les inconvénients dépendent, comme je le disais là, du profil. C'est-à-dire en fonction de qui tu es, de ton expérience, de ton envie de faire les choses de zéro ou de gagner du temps, ben, il y aura des avantages à créer de zéro pour tout apprendre et tout maîtriser, etc., ou d'investir pour aller plus vite, pour obtenir directement un nouveau canal d'acquisition pour tes produits et ainsi de suite. Donc, vraiment en fonction du profil, ça va dépendre quelle est la Et, meilleure solution. et comme tu dis, parce que si tu es investisseur, bah là, il y a pas de discussion, parce que comme tu dois connaître comment marche un actif, donc tu dois avoir les tenants et les aboutissants, et donc ce qui t'intéresse, c'est plutôt le profit, et certains chiffres, on va dire techniques, qui vont te dire, voilà, c'est rentable, c'est intéressant par rapport à 100 000 que je mets, combien je récupère. Donc là, c'est encore un autre. Exactement, c'est ça. Bon, bah, on va donc aller dans d'autres questions. Donc, comment acheter donc son premier site? Qu'est-ce que tu conseilles? Comment tu fais pour aider ces personnes à acheter le premier site? Ou qu'est-ce que tu leur dirais pour comment elles feraient pour acheter leur premier site? Ouais. Ben là, pareil, ça va dépendre de ton profil. Donc, pour quelqu'un qui va acheter son premier site, en général, ça va être quelqu'un qui va chercher un petit site. Euh, J'exclus pas l'idée qu'il y a des investisseurs avec déjà un gros bagage en SEO, en affiliation, en e-commerce, etc., qui vont être à leur premier achat. Bien entendu, ça arrive, mais j'estime que ces profils-là, c'est des profils faciles. Tu vois, ils ont une expertise, ils savent en général exactement la thématique dans laquelle ils veulent se lancer. Ils ont déjà des produits, ils cherchent juste à étendre leur portefeuille de sites internet. Donc ça, c'est des profils avec lesquels c'est très facile de travailler
parce qu'il y a du pouvoir d'achat, il y a de la compétence et il y a une vision. Donc, je vais essayer plutôt de me focaliser sur les conseils que je donnerais à quelqu'un qui achète son premier site parce qu'il veut se lancer dans le business. Et Mhm. le premier conseil à donner dans ce cas-là, bah, déjà, c'est au minimum de choisir un site sur lequel tu vas pouvoir faire des choses qui te plaisent. C'est les mêmes conseils que je donnais quand j'accompagnais des gens sur la création de sites. C'est tellement plus facile de développer un site internet et d'encaisser les petits coups de mou qu'un site internet va connaître tout au long de sa vie quand tu es passionné par la thématique ou qu'au minimum elle te plaît, que quand tu vas essayer de le faire sur une thématique qui ne t'intéresse absolument pas. Parce que quand c'est ton premier site internet, tu as déjà tellement de choses à appréhender, à comprendre, à accepter, que si en plus la thématique ne te plaît pas, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit dans le futur. Ouais, donc c'est les Maintenant, les conseils conseils, qu'on dit à l'entrepreneur classique, c'est-à-dire que s'il prend une niche qu'il n'aime pas, il va abandonner. Il va en avoir marre, il c'est va dire ça, non. c'est exactement ça. Et ça, honnêtement, ça varie pas que tu sois en création de site, que tu sois en achat de site clé en main, parce que c'est une activité que j'ai fait pendant un long moment, de créer des sites sur mesure à des gens qui voulaient se lancer dans une thématique ou une autre, ou d'acheter un site internet aujourd'hui. Le discours finalement que j'ai avec des gens qui me contactent en me disant t'as quoi comme site à acheter en ce moment, il est exactement le même que quand je leur vendais un site en création. C'est que je commence par leur demander bah, c'est quoi ton expérience, c'est quoi tes centres d'intérêt, c'est quoi tes expertises, c'est quoi les éléments sur lesquels tu as envie de travailler, parce qu'il y a des gens qui nous contactent qui ont qui sont passionnés par le côté rédactionnel, par exemple. C'est leur truc. Ils sont très à l'aise avec le fait de publier beaucoup plus de contenu sur un site. Il y en a d'autres qui vont être pas du tout à l'aise avec l'idée de créer plus de contenu ou d'optimiser la partie référencement, mais leur kiff, ça va être de bosser la monétisation. Bah, en fonction de ça, tu vas pas aller chercher le même site. Tu vois, si toi, tu veux vraiment te focaliser sur la monétisation, il vaut mieux aller chercher un site qui a déjà une très bonne base SEO, mais qui est sous-monétisé, plutôt que d'aller prendre un site où il y a beaucoup de choses à faire en termes de référencement, mais qui est déjà au maximum de sa capacité de monétisation actuelle. Ouais, pour te donner un exemple, parce que bon, moi, c'est vraiment un domaine que j'aime bien, j'ai souvent écouté, on en a parlé un peu avant, donc un confrère américain qui fait Empire Flipper et d'autres sites, hein, enfin, et d'autres spécialistes. Est-ce que donc, voilà, donc, par rapport à ton exemple, c'est plutôt un site que tu viens qui est à vendre 2 000 euros, mais la personne faisait que du AdSense. Donc là, tu dis, bah, c'est Mhm. facile, je mets de l'affiliation, je mets de l'infoprenariat automatiquement, je fais augmenter le chiffre d'affaires. Par exemple, ouais. Par exemple, si tu as, une sous-monétisation du site, en général, c'est le premier truc qu'on va proposer. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi. Toute personne qui achète un site internet sur Dotmarket, on va lui proposer justement des actions à mettre en place. Alors, des fois, c'est simplement par politesse, tu vois, ça fait partie de notre process et la personne l'utilise ou pas, hein, peu importe, après tout. Mais souvent, ça fait aussi partie de l'identification de est-ce que c'est le bon site pour le bon acheteur, parce que c'est aussi mon boulot de faire en sorte que la personne qui rachète le site soit en quelque sorte la bonne personne. Ça m'intéresse beaucoup plus de vendre un site à quelqu'un qui va pouvoir le faire exploser, faire tripler ses revenus, son trafic, etc. dans les 24 prochains mois, que de le vendre à quelqu'un qui va juste s'en sortir avec, d'un point de vue réputation pour Dotmarket, mais aussi d'un point de vue satisfaction personnelle. Euh, Bah, c'est meilleur. Bah, c'est simple, s'il fait du cash, il va revenir. Il va revenir te voir. Et tu as raison, et d'un point de vue business, c'est beaucoup mieux parce que la personne qui aura acheté et triplé le business, il sera beaucoup plus susceptible de revenir me voir, voire même de revendre le site dans quelques temps, alors que la personne qui l'aura acheté, qui aura galéré à en faire quoi que ce soit, il se dira peut-être pas que c'est un mauvais investissement, mais c'est sûr que d'un point de vue expérience utilisateur, ça sera pas le même résultat. Bon, on en revient parce que c'est bien de le dire, parce que pour ceux qui connaissent les sites et qui connaissent un peu le marché anglo-saxon, il y a des gros acteurs, mais il y a deux grosses qui s'opposent. C'est Flippa qui fait du volume. En plus, je lisais encore un article sur eux hier qui fait vraiment du gros volume. Mais Mhm. souvent, on n'a pas la sécurité par rapport enfin, au site qu'on vend. Enfin, il y a plein de choses qu'il n'y a pas. Et par exemple, et ça allait venir après, mais par rapport à si c'est un site qui a plein de VPN, entre parenthèses, on en parlera après, et Empire Flipper qui est plutôt connu pour faire du haut de gamme et de la qualité. Donc toi, tu es plutôt dans cet esprit-là. Tu veux vraiment être le super agent pour que les gens en soient contents, qu'il y ait du bouche-oreille et que les gens reviennent.
C'est exactement ça. Et moi, ça fait des années que je suis ce que les mecs d'Empire Flippers font. À l'époque, ils étaient juste éditeurs de sites internet. Puis ensuite, ils ont commencé à vendre certains sites de leur réseau avant de vraiment se focaliser sur cette activité-là. Et ça a toujours été. En plus, ils étaient installés aux Philippines à l'époque, pays où je vivais aussi. Donc, ça a toujours été un modèle dans leur approche. Pour la petite histoire, d'ailleurs, en 2016, il me semble, 2017, je sais plus, il y a 2-3 ans, je les avais contactés d'ailleurs quand j'ai eu la première fois l'idée de développer cette place de marché pour leur proposer de lancer une franchise en France. Ça les a pas du tout intéressés parce qu'ils avaient tellement de business sur le marché anglophone qu'ils avaient absolument aucune envie d'ouvrir au marché francophone. Mais c'était ma première touche et je m'étais dit, tu sais quoi, ça vaut le coup de tenter. Ça a rien donné et derrière j'ai pas mal galéré, j'ai dû pas mal bosser pour monter ma propre plateforme et tout, mais c'est certain que Empire Flippers encore aujourd'hui est un modèle dans ce qu'ils font de développement, de chiffre d'affaires. Ils ont fait des chiffres incroyables En encore plus, l'année c'est dernière. marrant parce que le dernier podcast que j'ai écouté, bah, parce que j'ai écouté avant leur podcast, et là, je me suis dit, je vais écouter pour l'épisode, et ils disent bien que ils veulent pas marcher sur d'autres marchés que le marché US. Donc, ils disent bien aux gens, c'est vraiment donc des sites US ou anglo-saxons, un peu anglais, mais qui font attention à tout ça parce que bah, eux connaissent le SEO, ils connaissent leur marché, ils vont pas aller sur d'autres marchés pour traduire. Pourtant, ils sont, je crois, 60 personnes. Enfin, ils ont une grosse équipe Ouais, maintenant, mais ils peuvent pas aller sur d'autres marchés parce qu'ils ont trop de boulot, comme tu dis. Et donc, pour c'est ceux qui veulent exactement aller, ça. donc, vaut mieux venir sur d'autres markets. Pour le marché européen, voilà, c'est mieux. On va revenir sur nous. Je mettrai quand même un lien vers leur podcast qui est vraiment très bien. Donc, Ouais, tu peux, ouais. C'est excellent. Ouais. ceux qui parlent anglais, il faut y aller, il est vraiment bien fait. Mm. Donc, toi, imaginons donc, qu'une personne a 10 000 euros, tu lui conseilles plutôt d'acheter un gros site pour faire un site d'autorité ou sinon d'acheter plusieurs sites. C'est une excellente question. Il y a 1 an ou 2, je t'aurais dit 100% va sur le site d'autorité, parce que c'est toujours ce que j'ai défendu. Euh, dès mes premiers pas sur Internet, c'est la vision que j'ai eue de créer des sites d'autorité. Pendant longtemps, d'ailleurs, ça a été un peu ma marque de fabrique dans la formation, c'était de parler de sites d'autorité. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un concept complètement américain, mais c'est vraiment celui que j'ai essayé de suivre pour développer mes sites. Aujourd'hui, d'un point de vue purement investissement, je ne serais pas aussi catégorique. Parce que, encore une fois, ça va dépendre de ton profil. Et je peux tout à fait comprendre que, surtout si c'est ton premier site, investir 10 000 euros dans un site, 10 000 euros, ça veut dire que le site va grosso modo générer à peu près 500 euros par mois. Oui. Euh, Tout va dépendre de ta stratégie. Et si tu trouves un très bon site, c'est-à-dire un site que moi je vais considérer comme un peu sous-monétisé, sous-optimisé, bref, le type de site que j'espère avoir énormément sur DotMarket, puisque c'est les meilleurs produits à vendre, à ce moment-là, ouais, ça vaut le coup d'investir directement 10 000 euros dans un site, parce que le potentiel de développement, ça va être peut-être de le faire passer de 500 euros à 1 000, 1 500 euros le plus rapidement possible. Euh, Par contre, si tu es un peu plus comment le formuler? C'est vraiment une question de profil parce que tu peux aussi décider d'aller acheter des plus petits sites qui sont plus jeunes. Et ça peut aussi être une excellente stratégie. Je l'ai fait l'année dernière. Tu rachètes un site à 3-4 000 euros qui est vraiment tout jeune, qui génère 100-200 euros par mois, qui a moins d'1 an par exemple, et qui est donc vraiment sur le point d'exploser. Dans ce cas-là, ton ROI il peut être encore plus intéressant que l'investissement sur un site à 10 000 euros. Donc, je vais un peu encore revenir sur donc, les exemples un peu immobiliers. Donc, c'est comme si tu es. En fait, ça va dépendre pour répondre peut-être. Alors, je sais pas si tu vas me dire si c'est vrai, hein, c'est par rapport à la compétence du marketeur et du marché. Parce que si C'est la ça. personne quand tu fais de l'immobilier, si tu sais faire les travaux tout seul et plein de choses et que tu sais t'entourer et que tu as un bien qui est délabré, bah, tu peux faire baisser le prix. Mhm. Et ensuite, toi, tu Mhm. vas donc tout faire pour faire augmenter donc la rentabilité, on va dire. Et automatiquement, donc, automatiquement, tu gagnes plus parce que tu as acheté un truc qui est pas terrible, qui est moyen mais qui a déjà quand même une traction des revenus. Donc, tu peux donc, toi, faire ce qu'il faut pendant 1 ou 2 mois pour augmenter le chiffre et modifier, en fin de compte, bien habiller la mariée, on va dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense que la bonne réponse, ce serait de dire que réellement, ça va dépendre du potentiel de développement du site et qu'il vaut mieux acheter plusieurs petits sites avec ton budget de 10 000 euros qui ont le potentiel de faire x4 ou x5 chacun
que d'acheter un site à 10 000 euros qui n'aurait que le potentiel de faire fois 1,5 ou fois 2. Donc, c'est un vrai travail d'analyse. Hein. Et Mhm. nous, on est là pour être transparent là-dessus aussi. Mais ça va, tu l'as dit, dépendre aussi de la compétence de l'acheteur à la base. Parce que plus il va avoir de compétences, plus il va avoir de possibilités d'aller chercher ses multiplicateurs additionnels. D'accord. Donc, comment, en général, donc, bon, comment tu fais toi, bon, même si c'est pas vraiment à toi de le faire, je sais pas, comment tu fais là, on sort donc de Dot Market. Comment on fait pour bien négocier un site, qu'on passe par toi ou qu'on passe en direct? Comment on fait pour bien négocier un site internet? Déjà, il faut avoir du temps. Il faut pas être en rush parce que Alors, tu veux dire pour l'achat ou pour la vente? Tiens. Ah bon, on va faire les deux. Tu vas commencer par l'achat, puis ensuite la vente. Mais je pense que d'abord, tu as répondu comme, on va dire, c'est une négo classique. C'est vrai que Ouais, c'est si t'es ça. pas en stress, tu as le temps de négocier. Exactement. Et c'est souvent ça. Et alors, c'est surtout vrai pour le vendeur. Hein. Mais c'est souvent, si toi, en tant qu'acheteur, tu n'es pas non plus trop pressé, tu vas pouvoir faire baisser le prix d'un vendeur qui, lui, est un petit peu trop pressé de vendre. Et comment tu fais Euh, baisser le prix? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est le nom de domaine? Comment tu fais baisser le prix? alors, honnêtement, le prix qui baisse jusqu'à maintenant, quasiment tous les prix qu'on a vu baisser de manière, on va dire, forte, et par forte, j'entends moins 20%, moins 30%, tu vois, par rapport à ce qu'on avait estimé à la base, ça a été lié à un impératif du vendeur de vendre vite pour des raisons personnelles ou pour des raisons professionnelles. Et c'est vrai aussi dans l'immobilier. Hein. Plus tu as besoin d'encaisser le cash rapidement, plus tu vas être prêt à encaisser un peu moins, mais encaisser tout de suite. Ah, et est-ce que, donc, ça tombe bien que tu parles de ça parce que moi, je viens de l'immobilier. Donc, si par exemple, tu proposes au client de payer comptant et tu as des garanties, tu as une preuve du paiement, est-ce que donc, pareil, c'est une baisse de prix pareil, identique? Non, non, Ah non? Ah, ça d'accord. pas forcément. Non, ça pas forcément. Alors, peut-être que si on se reparle dans 6 mois et qu'on est sur des sites à 500 000, 1 million, 2 millions, comme c'est le cas avec Empire Flippers, Ouais. effectivement, peut-être qu'on pourra définir que le fait de payer comptant te permet de diminuer les prix. Je sais que sur des sites à plusieurs millions, Empire Flippers, enfin, c'est pas eux qui le proposent, c'est une négociation entre l'acheteur et le vendeur, mais il peut y avoir un étalement des ventes, il peut y avoir des paiements, il peut y avoir des prises de participation. J'ai vu un cas d'étalement de paiement sur 1 an ou 2. Là, donc, mais forcément, quand tu es sur des énormes montants, tu passes dans de la négociation qui n'est plus basique sur un petit paiement, mais qui est sur ta vraie gestion financière sur du long terme. Aujourd'hui, sur le type de site qu'on vend, qui vont de 2-3 000 euros à, là, en janvier, on devrait rentrer des sites estimés autour de 200-250 000 euros. On va chercher un paiement comptant dans tous les cas. Donc, sauf négociation de l'acheteur et du vendeur, il n'y a pas de raison que le prix baisse parce que tu payes tout de suite, vu que notre objectif, c'est que tu payes tout de suite dans tous les cas. Par contre, ce qui peut amener une baisse de prix, on a eu le cas avec un site qu'on a vendu il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui voulait absolument vendre sous 10 jours pour des raisons personnelles, qui avait déjà eu une offre prix vraiment au rabais sur son site internet et donc qui était prêt concrètement à accepter toute offre qui était un tout petit peu au-dessus de l'offre initiale. Là, tu vois, c'est tous les ingrédients pour amener à une négociation de baisse de prix qui est irrémédiable. Il n'y a pas de… Ouais, donc il faut Mais juste après, comme toute négociation, avoir l'information. Si tu pas l'information, tu peux pas savoir que. exactement, exactement. Donc nous, on est là pour communiquer de manière, on va dire, la plus objective possible le besoin du vendeur à l'acheteur. C'est jamais dans notre intérêt de dire le vendeur veut vendre dans les 5 jours, donc fais une offre à moins 50%, tu vas voir, ça va passer. On le fera jamais et on le fait jamais. Par contre, c'est certain que si on a cette donnée en tête, on va être plus flexible sur les offres qui vont être proposées. Par exemple, on va toutes les proposer à l'acheteur, alors que si on a du temps, quelqu'un qui arrive et qui demande à faire diviser par 2 le prix, par exemple,
on va prendre l'initiative immédiatement de lui dire revois ton offre. C'est pas quelque chose qu'on est en mesure aujourd'hui d'accepter. On a le temps de vendre, on est confiant sur le dossier. Il n'y a pas de négociation possible à ce prix-là. D'accord. Une autre question, comment savoir si ce sont des sites de qualité? Comment, que ce soit avec toi ou à part, qu'est-ce qu'on doit regarder en fin de compte? Est-ce que plutôt analytique? Enfin, est-ce qu'il y a des logiciels pour? Est-ce qu'il y a des trucs précisément qu'il faut regarder? Il faut tout regarder. Bien sûr, Les backlinks, ouais, c'est ça. Bien sûr, si tu passes par DotMarket, j'ai envie de te dire, le travail est simplifié parce que c'est nous qui allons faire ce travail et je vais pas te détailler les 30 ou 40 points de contrôle qu'on a sur un site internet. Ça serait pas forcément pertinent, non, mais donner juste quelques conseils. Après, bon, ceux qui s'y connaissent ils savent le minimum, mais ceux qui ne s'y ouais, connaissent pas, ça, qui écoutent là, ce qu'on appelle les newbies, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent ouais. regarder? Même si, bon, voilà, comme toi et moi, on leur conseille de passer par des pros. Ça sert à rien d'aller voir faire acheter un site tout seul et de se faire avoir. Voilà, mais si tu dois acheter un site internet et que tu n'as pas envie de passer par un pro ou que c'est un petit site et tu te dis, bon, allez, c'est un petit investissement, je vais pas perdre de temps et tout ça, euh, les éléments basiques, ça va forcément être de regarder le trafic, donc demander les accès Google Analytics et les accès à la Search Console. Parce qu'avec la Search Console, tu peux accéder à des informations plus intéressantes du style est-ce que le site a eu une pénalité, est-ce que le site a beaucoup de liens désavoués, est-ce que le site est compatible mobile, a des pages lentes, etc. Enfin bref, toutes les infos que tu peux trouver sur la Search Console. Avoir accès à la Search Console, ça te donne aussi la possibilité de matcher les courbes de trafic du site avec c'est Penguin Tool, quelque chose comme ça. J'essaierai de te le retrouver si Tout tu à peux fait, ouais, c'est partager le ça. lien. Mm. Ouais, c'est ça, un Penguin Tool qui te permet de voir finalement les variations de trafic et de les corréler avec. C'est un outil qui te remet toutes les updates officielles ou non officielles de Google. Donc ça, nous, par exemple, on le fait systématiquement. Euh, Ça permet en un coup d'œil de voir s'il y a des choses à analyser. Euh, de manière générale, je parlais du trafic, mais techniquement, on ne regarde pas uniquement le trafic, puisque les chiffres à un instant T, c'est intéressant, mais ce qui nous importe le plus, c'est de voir quelle est l'évolution de ces chiffres par rapport aux 12, voire depuis le début de l'existence du site. Et un site qui est sur une courbe ascendante vaudra forcément plus qu'un site qui est sur la courbe descendante, que ce soit depuis quelques mois ou que ce soit depuis sa création. Tu parlais tout à l'heure de comment tu négocies un site moins cher. Ben, clairement, si tu analyses ce genre de choses et que tu identifies des failles, ça doit te permettre de baisser le prix. Nous, c'est de toute façon quelque chose qui va nous forcer à ne pas estimer le site de manière aussi élevée. Mais si tu le fais de manière solo, le fait d'identifier qu'un site internet a une courbe qui est clairement décroissante, même si c'est que 10% de perte par an, hein, tu vois, ça n'a pas besoin d'être une chute violente liée à une pénalité qui, dans tous les cas, va pénaliser ton site d'un point de vue prix. Un site qui perd du trafic au fil du temps, c'est forcément un site qui n'est pas sur une tendance de valorisation positive et donc c'est quelque chose qui pourra être utilisé pour faire baisser le prix à un vendeur. D'accord. Après, bien entendu, il faut vérifier tous les chiffres financiers annoncés et ne pas se cantonner à ce qui est fourni, mais vraiment demander des preuves. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir identifier les coûts cachés. C'est vrai, ça surtout sur le e-commerce. Dans de l'affiliation, il y a un petit peu moins de risques. Mais c'est des éléments auxquels il faut faire attention. Il faut pas se laisser berner par du chiffre d'affaires, Surtout pas. en D'abord, quelque sorte. dans tous les cas, en ligne et même hors ligne, voilà, ce qui est important, c'est le profit, c'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, Exactement. Exactement. Ça tombe bien que tu parles de ça. Donc, comment tu catégorises, comment tu fais la différence entre les types de sites? Parce que bon, je sais parce que voilà, je vais sur le site dont on a parlé, on va arrêter de leur faire de la pub. Pour toi, donc, qu'est-ce que le site qui a le plus de valeur? C'est un site d'affiliation, un site d'Amazon FBA, un site de dropshipping, même si moi je sais que c'est pas bon dropshipping, mais bon, tu me diras ce que tu en penses. Un site plutôt Merch by Amazon ou un site plutôt infoprenariat ou consulting? Je vais te donner une réponse chiante, mais ça va dépendre de ton profil. Oui, non, bah, on va dire que le Ouais. profil, oui, c'est vrai. Moi, j'investirais clairement jamais, je pense, dans un site FBA, dropshipping ou e-commerce parce que c'est pas du tout mes compétences clés. Donc, je vais spécifiquement aller chercher du site affiliation parce que c'est mon expertise. Et quand tu Mais parles j'ai déjà d'affiliation, eu, c'est vraiment affiliation, c'est pas juste ouais, avant.
Je veux savoir ce que Ouais. tu vas dire, parce que c'est pas que affiliation Amazon ou affiliation, enfin, c'est pas l'affiliation AdSense, mais c'est un vrai produit d'affiliation long terme, on va dire, ou revenu passif, qui est Ouais, récurrent. exactement, D'accord. exactement. Je vais essayer de, si c'est moi qui dois investir, parce que mon expertise, elle est dans la partie référencement et monétisation, mais monétisation spécifiquement liée à de la publicité ou de l'affiliation, je vais me focaliser sur ce qu'on appelle des sites de contenu, parce que Et en, c'est plus- là et que en- je sais que je vais avoir le plus fort rapport expertise potentiel de développement. et en plus, quand tu parles d'affiliation, faut te compte, tu rentres dans aussi l'infoprenariat, parce que tu peux après toi créer un produit et donc le vendre par rapport à. Exactement, D'accord, ok. exactement. Ouais, et infoprenariat, je le mettrais aussi dedans parce que effectivement, ça peut être super intéressant dans certaines thématiques de développer ton propre produit. C'est un peu plus de boulot, un peu plus de gestion, ça implique un petit peu plus de service client, de publicité, etc. Mais par contre, c'est un excellent moyen de booster ta marge sur un site. Et clairement, tu rachètes aujourd'hui un site de contenu sur lequel il y a la possibilité de développer de l'infoprenariat. C'est un excellent moyen de faire plus 30% de chiffre d'affaires, voire plus, en un claquement de doigts. Bien sûr, il y a l'investissement de la création du produit en question, mais c'est immédiatement quelque chose que tu peux booster. Mais ça, c'est aussi vrai avec du dropshipping ou du e-commerce. Moi, je ne suis pas fan de ces modèles-là parce qu'ils ne correspondent pas à ma vision de l'entrepreneuriat lifestyle, en tout cas à ma vision de mon entrepreneuriat et de mon lifestyle. J'ai pas les compétences, mais j'ai pas non plus l'envie, le temps de gérer toutes les complications. Euh, je m'excuse auprès des entrepreneurs dans le e-commerce, mais moi, je vais l'appeler complication puisque c'est comme ça que je le vois, lié à la gestion du stock, à la gestion du service client, à la gestion des services de douane. Et je l'ai fait, j'ai testé le FBA, j'ai testé le dropshipping. Voilà, c'est pas des choses qui m'ont convaincu par rapport à ce que moi, j'ai envie de consacrer comme temps et énergie. Mais si tu es spécialisé dans ça, bah là, tu peux vraiment venir et cartonner un site internet juste parce que tu as cette compétence clé et que tu vas pouvoir la mettre sur un site qui a du trafic. C'est quelque chose que j'expliquais dans une vidéo que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps chez Fred Zibet, Ouais, que tu connais. ouais, je Voilà. connais bien, ouais. Bah, on mettra un Voilà. lien vers sa vidéo. Ouais, bah alors c'était un podcast dans son groupe, donc je pense pas que ça soit une vidéo Ah, privée publique. Je crois elle est dédiée aux membres du groupe du mhm. mastermind. Mais je vais pas dévoiler tout ce qui a été dit dedans, bien entendu, par respect pour Fred. Mais concrètement, un des points qu'on expliquait, c'était que cette communauté de e-commerçants créée par Fred, euh, elle a toutes les compétences clés pour aller acheter des sites de contenu et venir plugger une boutique dessus. Bah, ça tombe bien que tu parles de ça parce que bon, ça c'est un truc que moi quand j'ai débuté, parce que j'ai débuté par les FBA, Amazon, ensuite FBA, puis après j'ai tenté le dropshipping, mais comme je sais que j'aime pas le sourcing, bah, j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Même si là, bah, bizarrement, je recommence le FBA, mais je m'associe parce que j'ai pas envie de faire le Mhm. sourcing. La personne fera le sourcing et moi je fais donc la partie listing, blogging, tout ce que je sais faire. Ce que je sais pas faire, Mhm. je vais le déléguer. Mais je sais très bien qu'il y a plein de gens qui se sont fait allez, j'allais dire une bêtise dans mon podcast, du cash, pour ne pas dire autre chose, parce que eux savent en fin de compte, et bon, maintenant on en parle moins, mais le dropshipping avait encore une plus grosse traction il y a quelques années parce que les gens créaient des sites pendant 6 mois, ils faisaient un peu de cash et ils revendaient. Et ils faisaient plus d'argent en revendant le site. Je sais pas si tu vois. Mhm. Et quand tu le vends à une Ouais, personne, bien sûr. Ouais. quand tu vends à une personne qui ne connaît pas, elle pourra jamais développer le site si elle n'apprend pas les compétences. Et on en revient à ce qu'on disait au Exactement. début. Et il y en a C'est qui ça. revendaient le site 5 fois, je crois, les profits, enfin 5, 6 fois. Enfin, c'était un gros business. Enfin, il y en a qui le continuent encore, hein. Et donc, c'est pour ça que je te parlais de ça. Donc, Et tu le vois encore aujourd'hui, hein, malheureusement. Moi, c'est pour ça que je préfère investir dans des sites en affiliation parce que j'ai la garantie. Mais encore une fois, c'est lié à mon expertise. Mais par contre, c'est très vrai d'un point de vue purement opérationnel. Tu achètes un site qui fait des revenus passifs, tu maintiens des revenus passifs. mm, Alors que tu achètes un site qui fonctionne avec un pourcentage de publicité, de réseaux sociaux, tu vois, où il y a une action manuelle à faire, bah, si tu n'es pas compétent dans ces actions-là, c'est fichu. Et c'est bah, certain que pour disons moi que aujourd'hui, tu es obligé pour FBA, dropshipping et peut-être merch à avoir une équipe. C'est-à-dire que tu prends un assistant virtuel que tu vas payer moins cher et qui va te faire la partie sourcing, on va dire. Ou sinon, gestion du service client. Tu es ouais, obligé et de puis faire. même gestion des publicités, il y a des sites aujourd'hui qui se vendent qui sont 100% ads.
tu as intérêt à être quand même sacrément calé en ads pour investir dans une boutique qui tourne que avec ça. Parce que Ah bah, moi, ça tombe aujourd'hui, bien que tu j'achète parles, une ça tombe bien que boutique tu parles de ads, ça. Ben je la crame tout de suite. Tu vois. donc automatiquement, donc oui, parce que ça, je l'avais entendu sur d'autres sites. Oui, donc quand tu rachètes, c'est quand même plus important un site qui a du SEO que du SEA. Parce que le SEA, tu peux. Bien sûr. Ah Ouais, ouais, non mais bien sûr, bien sûr. On n'est pas du tout sur les mêmes valorisations d'ailleurs. Hein. Une des spécialistes de la vente de sites, principalement en ads et e-commerce, c'est Isabelle Nguyen. ouais. Euh, et elle l'explique pareil dans une vidéo qu'elle avait fait chez Fred. C'est juste pas la même valorisation. Tu peux pas valoriser de la même manière un business qui dépense 100% de tes actions qu'un business qui dépend principalement de Google. Certains diront que c'est mieux de maîtriser les actions plutôt que de faire confiance à Google. Ouais, mais quand même, hein, si tu n'as pas les compétences, au minimum, tu peux te dire que si le boulot a été bien fait et que tu achètes un site qui n'a pas utilisé des méthodes de référencement douteuses, tu vas pouvoir bénéficier du travail fait par le précédent propriétaire pendant un temps intéressant, peut-être juste même le temps que tu puisses toi-même te former pour prendre la main sur le SEO et le développement du site. Par contre, avec de l'ADS, encore une fois, moi aujourd'hui, j'ai fait des ads, mais j'ai des compétences qui sont proches de zéro quand même. Tu me files une boutique qui fonctionne uniquement sur de l'ADS, je suis incapable de continuer à faire de l'argent avec, puisque Non, je mais ne sais pas comment ça dans ces fonctionne. cas-là, il faudrait faire un rachat classique comme on fait dans une boîte, parce que moi, j'ai fait des rachats avant ça, mais hors Internet. Eh ben, il faudrait racheter la personne qui fait C'est l'ad. ça. Voilà. Donc, Ah, c'est ça. Et c'est pas le même coût dans ce cas-là. C'est pas le même coût, c'est pas oui, le même ROI. et en plus, ça peut se sauver, parce que moi, c'est sauvé. En plus, j'ai eu les prud'hommes. Donc, bon, voilà, entre parenthèses. Ah ouais, donc tu vois, voilà, Donc, faut faire c'est attention. plus risqué. Plus il y a de compétences impliquées et plus le risque sera grand. Et c'est Mhm. pour ça on en revient à cette réponse qui peut-être va paraître chiante parce que je me doute bien qu'il y a des gens qui vont écouter ton podcast qui vont être à peu près à tous les niveaux que tu peux imaginer dans la gestion du web marketing. Mais en fonction de ton profil, il faut choisir intelligemment dans quoi tu investis. Il ne faut pas investir dans quelque chose que tu ne maîtrises pas et qui risque voilà, d'exploser juste parce que tu sais pas comment le poursuivre. Quoi. Donc, comment toi, tu vois actuellement, comme bah, tu connais bien le métier, la tendance du marché pour 2020 et plus, pour rapport à ce marché-là, donc du rachat de sites? Tu peux préciser ta question, quoi. Tu penses, enfin, Comment tu tu veux sens le marché? savoir Est-ce que si. toi, tu conseilles, parce qu'en fait, bon, je vais mélanger 2 questions alors. Parce que Vas-y. pour moi, les actifs en ligne sont plutôt plus performants que l'immobilier pour plein de raisons. Mhm. Donc, si tu peux Bien sûr, répondre à ça ça c'est déjà. certain. Et comment tu sens, il y a une personne qui est là, qui écoute, qui hésitait, parce que moi, c'est vrai que mon podcast, c'est assez généraliste. Donc, quand je parle d'immobilier, je parle de tout. Donc, je parle d'indépendance financière en général. La personne qui a 5 à 10 000, tu lui dis quoi? Donc, garde ça en apport pour acheter un bien immobilier, pour faire lever des fonds, ou sinon pour acheter des sites. Donc voilà, comment tu sens? Moi, je dis actuellement qu'on est en crise, mais bon, même si on est en crise, Internet continue à marcher et que l'immobilier Bien continue à payer sûr, pendant la crise. Voilà. bien sûr. Non, mais alors, moi, je suis ni agent immobilier, j'ai pas l'expertise dans l'immobilier, même si, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est des études que j'ai envie de mener en 2020 pour aller chercher de la data. Je crois que la meilleure chose qu'on puisse fournir sur un site internet et quand on veut être un expert dans son domaine, c'est aussi d'être capable d'avoir de la data. Donc, je serais ravi, tu vois, en 2020, de pouvoir aller faire des études comparatives du ROI d'un investissement web versus crypto versus immobilier versus stock versus tu vois, d'autres options possibles et imaginables. C'est un boulot énorme, mais je suis sûr qu'il y a moyen de trouver ce type de data. Euh, mais c'est certain qu'aujourd'hui, étant expert dans la partie web, je peux absolument pas inciter quelqu'un à aller investir dans l'immobilier juste parce que effectivement, tu t'investis 10 000 euros dans un site internet, tu récupères ta mise si tu bosses sur le site et que tu as fait un bon investissement, tu récupères peut-être ta mise en un an et demi, voire beaucoup moins. Mhm. Au maximum, de toute façon, tu dois la récupérer en 20-25 mois, qui est en moyenne la valorisation ou le multiple qu'on applique sur un site Internet. Donc, si tu faisais rien sur le site Internet, l'idée, c'est que tu dois pouvoir le récupérer en 2 ans. Mais si tu bosses sur le site Internet, ce qui est quand même le but quand tu achètes un business, c'est de pouvoir utiliser tes compétences pour le développer. Là, on va être sur de la rentabilité qui est juste imbattable. Je ne pense pas qu'il y ait d'investissement aujourd'hui
euh, quel que soit le domaine, qui puisse être plus rentable tout en maintenant un certain degré de stabilité que l'achat d'un site internet qui tourne de manière passive. Bah, je suis content que tu parles de ça parce que j'allais au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais bon, t'as raison, c'est toi le pro, c'est pas moi. Non, c'est que moi, j'avais eu les chiffres, donc je sais pas sur quel site. Et en plus de ça, il y a un truc tout bête, parce que moi, j'ai fait plusieurs articles dessus, c'est que t'as pas besoin de banque. Là, tu as besoin d'un peu de cash, donc faut savoir lever le cash ou avoir son propre argent. Et avec 5 ou 10 000, tu peux commencer. Et avec l'immobilier, à part un parking, tu n'auras pas la même renta. Et donc, C'est quand ça. tu prends ces 10 000, tu vas lever des fonds, donc il faut déjà que la banque te dise oui. Et en plus de ça, tu vas avoir un bien, c'est vrai, qui coûte 100 000 euros. L'actif ne t'appartient pas, il appartient à la banque déjà. Parce que quoi qu'il arrive, demain, tu ne payes pas un paiement, bah, la banque te reprend le bien. Et Bien là, pour sûr. la même valeur, à part que tu as fait du crédit, tu auras, ben, comme tu as dit tout à l'heure, pour 10 000 euros, tu auras un site qui te rapporte 500 euros par mois. Tu vois, C'est donc exactement ça. techniquement, c'est plus rentable. Mais en plus, selon les types de business, tu fais un x24, x30, enfin voilà. Selon le truc, bah, un billet, parce que ce matin, j'ai écouté en plus une vidéo d'un confrère qui disait, je crois que sur les billets, tu fais entre 12 à 24 fois les profits. Ouais, ça varie selon les domaines, selon le vendeur, selon la thématique, etc. Mais ouais, ça peut monter. Et ça, c'est en France, hein. Aux États-Unis, sur Empire Flippers, pour les renommer, j'ai vu ces derniers mois des sites partir à x35, x40. Peut-être qu'on est sur de l'inflation et leur dernier rapport expliquait surtout que la plupart des sites qui sont vendus 30% moins cher que le prix affiché sur la plateforme. Donc, il faut le relativiser. Mais on est quand même sur des multiplicateurs annoncés qui sont 1,5 à 2 fois plus élevés que sur la France. Donc, Mm. tu me demandais ma vision de l'évolution du marché. Ben, elle est là, l'évolution du marché. Elle est qu'on est aujourd'hui valorisé 1,5 fois moins que si on vendait nos sites internet aux États-Unis en tant qu'affiliate marketer. C'est quand même Mm. quelque chose, hein. En Bah ouais, tant que FBA marketer ou e-commerce marketer ou quoi que ce soit, hein. On vend 1,5 fois moins cher sur le marché francophone que, voire beaucoup plus en fait, parce que le 1,5 fois moins, c'est si on se base sur le cap que moi je souhaite instaurer sur .market, mais il y a des plateformes en France où tu le vends à x10, x12. Dans ce cas-là, tu es 3 fois moins cher que si tu vendais le même site aux États-Unis. Ouais, bah, c'est pour ça que tout le monde veut aller sur ce marché, même souvent le marché américain, on dit qu'il est bouché, mais au moins il est mature. Et puis, C'est ça. quel que soit le business, voilà, on sait qu'il y a du business parce qu'ils aiment consommer. Exactement. Et tout à l'heure, Oh, tu parlais oui, d'investissement. Il y a quelque chose qui me paraît intéressant à remettre là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, avec un budget de 10 000 euros, tu peux aller acheter un site. Alors, moi, si tu avais 10 000 euros, je ne te dirais pas d'acheter un site à 10 000 euros. Je te proposerais plutôt d'acheter un site autour de 6 000 7 000 euros pour avoir encore 3 4 000 euros à investir dans du développement en termes de contenu, en termes de linking, en termes de création de produits, peut-être si c'est ça qu'il faut faire pour optimiser le site. Mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir un petit cash flow en plus à investir pour faire quelque chose tout de suite sur le site internet. Euh, et et est-ce que ça, c'est une vision, excuse-moi de te couper, c'est une vision française? Parce que je ne sais pas si tu connais Daniel Morand. Je crois que c'est Ryan, non, Ryan Morand, qui a un non, je suis pas podcast sûr. Non. et qui a un site qui s'appelle Capitalisation, Ok. qui a vendu un site il y a 3 4 ans. Il s'est fait connaître comme ça, un site Amazon FBA à plus de 10 millions. En Mhm. plus, il est très bon ami avec Empire Flipper parce qu'il lui rachète des sites. Et il l'interviewait sur son podcast. Il disait que, bon, lui, il voit grand. Alors, est-ce que c'est côté américain? Il dit acheter un site à moins de 100 000 euros, ça n'a pas de sens. Ouais, mais tu sais quoi, j'ai fait, il y avait je sais pas si tu connais cette conférence Chiang Mai SEO, Oui, je l'ai entendu, ouais. qui a, Ouais, ouais, tout à voilà, fait. qui a lieu juste après le DCBKK, donc ça a lieu à Chiang Mai, DCBKK c'est à Bangkok, et les deux conférences ont lieu fin octobre et mi-novembre. Enfin, cette année, Ben, j'ai connu ça par lui et par Gaël Breton, que tu dois peut-être aussi connaître. ouais, bah, qui était conférencier justement Ah, voilà. à Chiang Mai SEO. Excellente d'ailleurs sa conférence. Je sais Et pas qui si m'a elle toujours est pas répondu. Je lui ai disponible, envoyé mais 2 mails, il m'a toujours pas répondu, mais bon, c'est pas grave. Parenthèse. ah, c'est vrai. Bon, il est focalisé sur le marché anglophone, mais ce serait une belle interview parce que vraiment Gaël, il fait des belles choses et c'était d'ailleurs une des meilleures conférences à mon goût. Je prends la liberté de le dire, mais c'était vraiment une des meilleures conférences de cette conférence avec pas mal d'éléments très précis et très applicables. C'est souvent ça qu'on peut reprocher à des conférences
c'est que c'est pas très applicable. Tu te dis, OK, je fais quoi avec ça sur mon pauvre petit business à 1000 balles par mois? Là, c'est du contenu applicable. Donc ça, c'était intéressant. Mais ce à quoi je voulais en revenir, c'est que avec quelques potes, alors je vais dire chaque année, moi c'est que la deuxième fois que j'ai l'occasion d'y participer. Quelques mecs qui bossent dans le SEO, dans l'e-commerce de manière internationale se regroupent à ces conférences, bien entendu, et on a l'habitude de partir une petite semaine entre les deux conférences pour passer quelques jours ensemble. Et ça tourne souvent au mastermind en petits groupes, c'est vraiment intéressant. Et il y avait pas mal d'Américains dans ce groupe-là cette année, et on a eu énormément de discussions sur cette histoire de valorisation. Et Scott, qui travaillait pour Wired, c'est le fonds d'investissement en business web qui avait été créé par Hayden de No Hat SEO. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. J'ai déjà entendu, ouais. Bref, gros personnage dans le domaine du SEO aux États-Unis. Il expliquait que leur stratégie d'investissement, c'est qu'en gros, ils rachetaient un site 100 000 balles, mais ils remettaient directement 50 000 balles dessus. Ouais, donc c'est un peu ce que tu dis, mais à un autre niveau. C'est ça. Mais tu vois, j'écoutais ça, je me disais, bon, déjà, ils parlaient de petits sites. Un petit site, pour eux, c'était 30, 40, 50 000 dollars. Tu t'imagines la différence avec la France. En France, 30, 50 000 euros. Pour un affiliate marketer, c'est pas un petit site, hein. Pour eux, 20, 30, 50 000 dollars, c'est un petit site, et immédiatement, ils investissent un pourcentage qui va de 50 à 100% du prix d'achat pour directement impacter la croissance du site internet. Et ça, je trouve que c'est une approche qu'on n'a pas forcément en France, et que même moi, pendant longtemps, j'ai pas eu. J'achetais un site internet, ou je développais un site internet, et puis je me disais, bon, OK, j'ai mis 5 000 euros sur la table, on va dire, allez, pendant les 6 prochains mois, je vais investir 500 euros par mois sur le site. Mais du coup, tu as une croissance qui est juste, je vais dire ridicule. C'est pas pour émettre un jugement, mais qui est c'est vrai, tu proportionnel, vois. qui est proportionnel à ce que tu investis en fin de compte. Exactement. Aujourd'hui, tu achètes un site internet, 7 000 euros, tu mets directement 3 000 euros de contenu, tu peux vraiment espérer que ton site, sous 3 à 4 mois, il ait fait plus 30% de chiffre d'affaires, et ça veut dire que tu récupères ta mise quasiment immédiatement, beaucoup plus rapidement, et potentiellement, surtout, ça veut dire que 3 mois plus tard, ton site, il a pris 30% de valeur. Donc, tu l'as acheté 5 000 euros, tu as réinvesti, donc 5 000 euros, ça veut dire il faisait 10 000 euros. Allez, pour rester sur des chiffres faciles, il faisait 500 euros par mois. Derrière, tu as investi, il est passé à 750 euros par mois. Ça y est, tu as un site qui vaut 15 000 euros. Ouais, c'est pas mal. Et entre-temps, tu as récupéré les revenus mensuels de 500 à 750 euros par mois. Et désormais, tu as un actif qui vaut 15 000 euros. Donc, si tu le vends, tu vas récupérer tes 15 000 euros plus tous les mois que tu as obtenu en chiffre d'affaires, moins bien sûr ton investissement, plus l'investissement que tu as fait sur le développement du site. Mais au final, ça peut aller très vite. Par contre, ça demande d'avoir cette vision de double investissement. L'investissement initial et l'investissement de qu'est-ce que je mets comme argent sur la table pour obtenir immédiatement un impact intéressant sur les revenus de mon site internet. Ce qu'on voit, enfin, c'est comme ça que tu vois si tu es un investisseur et un entrepreneur, parce que ça reste lié, hein, et si tu n'as pas peur d'investir. Si tu ne dis pas juste C'est que exactement j'achète et ça. puis je vais dormir, ça marche tout seul. C'est pas comme ça. Même si on aime bien parler de tout dans le revenu passif, il y a toujours un petit boulot, un peu de boulot à faire. C'est ça. Et Empire Flippers, ils ont on revient souvent à eux, mais vraiment, pour moi, c'est les références, donc j'ai pas de problème à les citer régulièrement. Je ne sais pas s'ils l'ont encore, mais à l'époque, ils avaient un article où ils catégorisaient les profils d'investisseurs. Et il y avait notamment la distinction entre quelqu'un qui veut acheter du 100% passif et quelqu'un qui souhaite acheter un site avec fort potentiel de développement. Tu parles de 6 ou 7 profils, c'est ça? Ouais, c'est Je ça. Ouais. crois Il que y en j'ai lu avait peut-être l'article hier 6 ou parce que 7, comme tu je as t'ai dit raison. hier Ouais. pour préparer l'entretien, donc j'ai été voir quasiment tous les blogs et donc je crois qu'ils en parlent. Ouais. J'ai vu un truc comme ça, mais ça date, hein, c'est un article qui date de 2012-2013, je crois, un truc comme ça. Ouais, exactement, exactement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont peut-être plus forcément cette approche, mais à l'époque, ils avaient vraiment cette vision de. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, il faut essayer de trouver le meilleur acheteur pour le meilleur site. Et il vaut mieux vendre un site avec un fort potentiel de développement à quelqu'un qui a une vision de développement que de le vendre à quelqu'un qui veut juste
le maintenir tel quel parce que c'est un peu du gâchis, on va pas se mentir. Bon, bah, avant de te poser les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs, j'ai deux, trois questions que je vais poser qui sont un peu techniques parce que moi, je connaissais même pas l'info, donc je suis bien content de te la poser. Et j'ai pris bon, l'info sur Empire Flipper. À ce qui paraît, il y a une différence entre racheter un site qui est monétisé, enfin qui prend la rémunération par PayPal et par Stripe. Est-ce que toi, tu vois une différence? Est-ce que c'est que sur leur marché à eux ou c'est ça, sur leur marché en France? Parce que, ce qui paraît-il, PayPal, c'est compliqué de transférer un site PayPal à une autre personne ou à une autre société. Ouais, c'est sûr que. Alors, je pense que c'est plus compliqué aux États-Unis parce que justement, c'est un marché qui est mûr, donc bah, par conséquent, un marché mûr a ses avantages, mais a aussi ses inconvénients. C'est-à-dire que les institutions financières se sont mises à niveau et donc elles peuvent être un petit peu plus rigoureuses sur certaines choses. Euh, Maintenant, honnêtement, j'ai pas une réponse très précise à te donner. Hein, désolé, hein, je pense que c'est un choix de ce que tu fonctionnes. C'est vrai que j'en ai entendu parler que d'acheter un business sur Stripe, sur PayPal est plus difficile à transférer. Mais après, si tu changes euh, simplement, faut pas récupérer le compte PayPal de la personne, quoi. Il faut plugger ton compte PayPal dessus. Mais je pense que c'est plutôt une question de combien tu payes de frais sur l'un ou sur l'autre. Moi, j'aurais tendance à préférer payer les frais de Stripe qui sont moins chers. En tout cas, quand je prends des dépôts sur d'autres markets, ça me coûte moins cher Alors, d'encaisser des dépôts sur Stripe que sur PayPal qui se touche un petit peu. tout à fait. Euh, mais voilà, j'ai pas une réponse plus précise que ça à te fournir. OK. Est-ce que donc sur Dot Market, tu comptes mettre un forum pour que les gens puissent échanger et apprendre un peu et à se former un peu? Alors, on a déjà mis un blog. Ouais. On a deux sections. Ça va être blog.dotmarket.eu sur lequel je vais reprendre la création de contenu. Il y a déjà quelques articles, mais c'est quelque chose que j'avais arrêté de faire. À l'époque, je publiais beaucoup sur kjourdan.com, qui était mon premier blog web marketing, nomadisme, tout ça. Donc, je vais reprendre moi la création de contenu là-dessus et effectivement, il y aura des conseils et un maximum de ressources qu'on peut fournir. Est-ce qu'il y aura un forum? Je sais pas. C'est une bonne question. Je vais me noter l'idée parce que pourquoi pas? J'y avais pas pensé. Et on a un deuxième sous-domaine qui s'appelle outils.dotmarket.eu et là-dessus, on développe des petits outils qui peuvent être utiles à tout éditeur de site. Il y a un outil qui te permet de checker tes balises, par exemple, un petit spinner, un outil qui permet de checker ton SSL. Bref, il y a des petits trucs utiles pour des gens qui éditent leur site internet. Est-ce qu'à un moment, il y aura forum.dotmarket.eu? Peut-être, écoute, pourquoi pas? Peut-être. OK. Quelles sont les protections que tu proposes aux acheteurs, ceux qui veulent passer par toi, prochainement? Quelles sont les protections qu'on propose au-delà Ouais. des contrats qu'on propose, la sécurisation des paiements, l'audit du site internet qu'on fait, le background check sur les vendeurs, les acheteurs? Ouais, bon, tu as répondu alors. OK. Voilà, on fait tout de A à Z. Mon objectif, c'est vraiment d'être considéré comme un tiers de confiance absolue. Je sais qu'il y a du travail pour ça et tous les jours, j'ai des gens qui me demandent mais t'es qui et pourquoi je peux te faire confiance. Ça demande du temps de te créer une notoriété et d'acquérir cette confiance, mais j'ose espérer que le process qu'on a et tous les éléments qu'on met en œuvre pour auditer, pour fournir les contrats de cession, pour être présent, être disponible auprès des acheteurs et des vendeurs et les conditions, on s'occupe de tout de A à Z, la migration du site internet, l'encaissement des montants à verser, le blocage des éléments à transférer. Enfin bref, on fait tout. Vraiment, on met en place toutes les actions pour faire en sorte que ce soit un process qui soit ultra euh, sécurisant à la fois pour l'acheteur et, euh, et le vendeur. Et donc le prix donc du service, il est 1 $, il est pris sur le prix d'achat ou il est à part? Il est pris effectivement, il est pris sur le prix d'achat. Aujourd'hui, on a fait le choix. C'était un choix perso et peut-être que ça évoluera dans le futur, mais j'ai fait le choix de facturer le service à l'acheteur et non pas au vendeur. C'est-à-dire qu'un vendeur qui vient lister son site sur Dot Market, on va l'estimer à 10 000 euros par exemple. Ma promesse, c'est de dire que tu reçois 10 000 euros dans ta poche, sauf négociation de l'acheteur bien entendu. Et donc, on va le lister à 11 000 euros.
puisqu'on pratique, on met 10% de commission pour dot market. Donc, on est dans les standards de ce qui se fait. En Payer Flippers, il y a entre 8 et 15%. Donc, on a choisi de se positionner à 10% et de le facturer à l'acheteur, principalement parce qu'aujourd'hui, moi, j'avais fait le constat qu'il y avait plus d'acheteurs en France fiables que de vendeurs et que finalement, le plus gros risque, il est pris par l'acheteur puisqu'il investit quand même de l'argent dans un actif qui doit être le plus possible fiable. Donc voilà, c'est un positionnement. Ça évoluera peut-être dans le futur. Mais aujourd'hui, effectivement, le service est facturé à l'acheteur qui paye 10% de dépôt pour accéder aux data personnelles privées du site Internet. Et on conserve ce dépôt de 10% s'il y a achat et ça correspond à notre commission. Donc, charge acquéreur. D'accord. Est-ce que donc tu fais l'annonce quand les gens vendent leur site, des PBN? Est-ce que tu le dis ou tu le dis pas? Tu l'annonces ou pas? Yes, on le dit. Et d'ailleurs, si tu vas voir la page d'accueil, le tableau des sites en vente, on a plusieurs éléments qu'on indique. On met le PBN, on indique si c'est un site. On l'a appelé Google Medic parce que ça parle un petit peu plus de monde, mais en gros, on indique si c'est un site qu'on considère être dans une thématique susceptible d'être impactée par Google Medic. On a également une petite case qui nous permet de noter si c'est un EMD. Voilà, donc tu as des petites choses basiques, mais ça fait partie effectivement des points qu'on check. C'est pas impossible de vendre un site avec un PBN, mais dans le contrat de cession, on a une clause qui prévoit que si site vendu avec PBN, il y a obligation de maintenir les liens. Le cas échéant, l'acheteur peut se retourner contre le vendeur si les liens sautent ou quoi que ce soit. Maintenant, moi, j'ai quand même tendance à être un peu plus strict de manière naturelle avec quelqu'un qui viendrait me vendre un site 100% PBN, uniquement parce que c'est une prise de risque supplémentaire, même s'il y a le contrat, mais on l'accepte et c'est couvert dans le contrat. Donc, juste pour préciser, parce qu'il y a des gens qui sont au courant qui sont pas au courant, donc Google Medic et EMD, tu peux se préciser? Yes, EMD, c'est Exact Match Domain, donc c'est un nom de domaine qui va utiliser le mot-clé exact, par exemple monclavier.fr pour vendre des claviers. Je vois mon clavier sous les yeux, ça, on va le qualifier comme EMD par rapport à un nom de domaine plus brandé qui aura peut-être plus de valeur si tu veux le revendre, mais qui, sur certaines thématiques, d'un point de vue SEO, pourra être un petit peu moins impactant. Et Google Medic, c'est pour faire simple et sans dire trop de conneries, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Google Medic, mais de manière générale, c'est une update qui a eu lieu en 2018 sur Google et qui visait à pénaliser principalement des sites où une expertise professionnelle avait tendance à être jugée comme requise par Google pour justifier du ranking de tes articles. Donc forcément, ça a beaucoup impacté la thématique médicale, d'où le nom non officiel qui lui a été donné de Google Medic. Mais la réalité, c'est que ça a impacté beaucoup d'autres domaines où le professionnalisme était considéré par Google comme important. Ça a été vrai sur la finance, ça a été vrai sur l'immobilier d'ailleurs aussi, il me semble. Peut-être que toi, Ouais. tu l'as vu passer. Ouais. Ah, moi, je l'ai bien senti, ouais. Voilà, donc tous les domaines finalement où Google jugeait qu'il fallait. Tu pouvais pas être n'importe qui, ne pas avoir de visage, de profil, etc. Et donner des conseils. J'ai un site dans le domaine canin, ça a été aussi vrai dans le domaine canin. Donc voilà, au final, il y a beaucoup de thématiques aujourd'hui qui pourraient être qualifiées comme Google Medic, mais c'est quelque chose qu'on prend le temps d'identifier et puis d'expliquer à l'acheteur pour qu'il prenne bien conscience des petites contraintes éventuelles liées à ça. Donc, une dernière question. Donc, j'ai pas vu. Est-ce que vous faites des aides au financement? On ne fait pas d'aide au financement aujourd'hui, non. Il va y en avoir ou pas? Si tu entends par aide au financement, la possibilité de payer en plusieurs fois? Non, pas du tout. Plutôt donc Non, quelqu'un aide au qui va acheter un financement, site à 150, 200 000 parce que bah, là, c'est ouais, plus important. ok. Est-ce que la personne va venir avec son argent et elle se débrouille ou est-ce que donc il pourrait y avoir des aides, peut-être du crowdfunding participatif, des choses qui vont faire que les gens vont pouvoir acheter plus facilement?
Ouais, aujourd'hui, c'est pas au programme. Ça fait partie de choses sur lesquelles on réfléchit parce que forcément, c'est des beaux challenges et il y a des idées. Mais je ne peux pas m'exprimer là-dessus aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, non, c'est pas. On a déjà assez de travail pour être honnête pour développer l'activité de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire principalement l'achat-vente. Euh, voilà. Je dis pas que ça viendra pas un jour, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ok, parfait. Bon, ben, grand merci pour toutes ces informations. Donc là, on va passer aux questions un petit peu personnelles. Donc, bon, c'est une question un peu bizarre parce que tu viens de commencer, on va dire, ton business. Mais quel est donc le business dont tu rêves à part celui-là? Est-ce qu'il y a un autre business dont tu rêves que tu me dis que tu feras plus tard, peut-être? Honnêtement, je sais pas, je pense pas. Je pense que, tu sais, en 2019, fin 2019, j'ai pris une décision, c'est ce qui a été de vendre la quasi-totalité des sites internet sur lesquels je travaillais et Mhm. de me retirer de la quasi-totalité des projets dans lesquels j'étais engagé pour me refocaliser sur uniquement des projets qui me faisaient vraiment kiffer. D'un point de vue humain, parce que Dot Market, c'est un site avec qui sur lequel j'adore travailler avec mon associé et c'est un projet qui m'excite au quotidien. Tu vois, j'y vois un énorme potentiel financier, mais aussi en termes d'accomplissement personnel. J'ai une autre activité, je suis éducateur canin depuis 2019 et j'ai un site dans le domaine canin et je l'ai conservé parce que j'adore la possibilité de pouvoir peut-être un jour passer plus de temps dans le domaine canin. Peut-être que ça serait ça mon métier ou mon projet de rêve, tu vois, ce serait d'arriver à passer un petit peu plus de temps vraiment au contact des chiens dans cette activité canine que j'ai à côté de Dot Market. Ah ben voilà, on a trouvé. Donc, c'est deux activités en fin de compte, c'est deux passions. Donc, Ouais, c'est ça, t'en as une, c'est t'es déjà ça. dedans, et l'autre, t'es dedans à moitié, on va dire. Ouais, c'est ça. L'autre, j'ai un site qui aujourd'hui fait figure d'autorité dans le domaine canin et pareil que j'ai conservé, que j'ai décidé de conserver, sur lequel j'ai décidé de mettre plus d'énergie en 2020 parce que j'adore bosser avec mon associé. Euh, et voilà, c'est des projets qui me parlent, qui me permettent de m'accomplir personnellement et j'ai coupé aujourd'hui où je suis en train de couper tous les projets qui ne résonnaient plus avec moi. Et je pense que c'est tout ce que tu peux souhaiter à un entrepreneur. C'est d'arriver à un moment où il est capable de couper les projets qui sont juste financiers et être capable de se recentrer sur des projets qui sont à la fois peut-être financiers quand même, mais aussi un peu plus cœur. Tout à fait, je confirme. Et t'es pas le seul à l'avoir dit ici, donc oui, c'est important. Donc, à un moment de se faire du cash, pas un moment, on se calme, on continue à faire du cash, mais on se fait aussi plaisir. C'est ça, c'est super important. Donc, ça tombe bien. Donc, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur que tu as eue? La meilleure expérience, l'humain. L'humain. Ouais, je pense que ça a été une chance extraordinaire pour moi de faire ça parce que j'ai eu la chance d'être entouré depuis mes tout débuts dans le web par des gens qui avaient un mental, une vision entrepreneuriale et surtout une capacité à m'accorder du temps, de l'écoute, de la confiance. Et je pense que sans ça, c'est difficile d'y arriver. Et c'est encore ce que je retire le plus aujourd'hui, au-delà de l'accomplissement personnel, qui Mhm. est indéniable quand tu es entrepreneur et que tu as réussi quelques projets, forcément, tu te sens plus accompli. Mais surtout, ça m'a permis de faire des rencontres que j'aurais probablement jamais faites en dehors de ce milieu de l'entrepreneuriat parce que par timidité, tu sais, ou par traits de caractère qui font que je suis pas forcément du style à aller au devant des gens et que le fait d'être entrepreneur m'a un peu forcé à le faire et a permis à des gens de venir à moi et donc de me donner l'opportunité de connecter avec des personnes que j'aurais peut-être pas osé aller chercher ou pas eu l'occasion d'aller chercher avant. Ok. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Ah, tu peux clarifier le levier parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Levier, il y en a plein. Bon, en général, il y en a qui te disent que c'est le développement personnel, d'autres ils vont te dire c'est d'être dans l'action. Enfin, enfin, après chacun met le levier où il veut mettre le levier. Ouais, alors dans ce cas-là, pour moi, ce serait les gens qui t'entourent. Ton Euh, réseau, ouais, le ton réseau ou équipe plutôt, juste ouais. ouais, ou non, simplement le fait d'être entouré par des gens qui ont cette vision entrepreneuriale et qui vont pouvoir te soutenir dans ta vision et dans tes doutes et tu vois, être là.
C'est une discussion que j'avais avec un coach il n'y a pas très longtemps là, qui me parlait un petit peu de son parcours entrepreneurial et qui me posait la question qu'est-ce qui est le plus difficile, qu'est-ce qui est le plus kiffant, etc. Enfin, tu sais, c'est souvent des questions qui reviennent. Et la réalité, c'est que le plus difficile quand tu es entrepreneur, c'est aussi la solitude et l'incompréhension des gens qui sont pas entrepreneurs. Ouais, je confirme, Et les 90% des gens qui vont travailler pour un salaire, qui comprennent pas pourquoi on prend des c'est risques. ça, Des fois, on c'est ça, travaille sans gagner d'argent. Comme nous, on travaille aujourd'hui exactement. un dimanche, on ne sait pas si on va gagner d'argent. Voilà. C'est exactement ça. Donc, tu as besoin, c'est super important d'avoir ces gens autour de toi qui vont pas te demander pourquoi tu fais ça, mais plutôt qui vont te soutenir pour que tu continues à le faire. Et qui vont savoir que Et sans, l'entrepreneuriat, c'est un investissement et que ça va payer un moment ou un autre. c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ok. Quel est le livre dont tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Essentialism. What? Essentialisme. Essentialisme. Oui. Parce que c'est une leçon de focus, de refocus, de gestion de ton énergie, de gestion de tes priorités, de gestion. Là, tu me parles de bouquin ou pas? Ouais, c'est un bouquin, ouais. C'est qui? Ah, cœur, je connais pas celui-là. Alors attends, je vais te le trouver. Le titre, c'est vraiment Essentialisme. C'est Google qui va te le donner, ça? Ouais, c'est exactement ça parce que j'ai plus du tout le nom. C'est Greg McKeown. Greg J'espère McKeown. que je ne prononce pas trop mal Ben, son je mettrai le bouquin. lien pour ceux qui veulent aller Voilà. l'acheter. Ah, ben, Ouais. je connaissais pas. Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less. Le titre D'accord. français, je sais pas, je l'ai lu en anglais, mais il doit peut-être être traduit. En tout cas, c'est vraiment un bouquin qui a été référence pour moi. Et même si j'ai pas toujours appliqué ces principes, tu vois, à chaque fois que je retombe sur la couverture ou à chaque fois que quelqu'un me reparle du bouquin, je me dis, mais bien sûr, back to basics, euh, refocus. Et c'est ce type de bouquin, tu vois, qui m'a fait prendre des actions assez drastiques fin 2019, te focaliser sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel dans ta vie aujourd'hui? C'est quoi l'essentiel en termes de business? C'est quoi l'essentiel en termes de kiff? C'est quoi l'essentiel en termes d'accomplissement personnel et voilà. Je suis d'accord avec ça. Je pense que je vais aller le prendre. Donc, dernière Tu m'en question. diras des nouvelles. Je t'ai un peu pris la tête, donc là, c'est la dernière question. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Ah, j'aurais adoré être dev. Ah, toi aussi? Enfin, moi, pourquoi pas, Ouais. mais il y a plein de gens qui me l'ont dit, donc, mais je comprends pourquoi. Je comprends. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais regarde, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros ces 2 dernières années pour développer une place de marché que peut-être j'aurais pu développer moi-même hein, dans un monde parallèle. Après, bon, on a chacun nos compétences. Hein, et il vaut mieux renforcer les compétences que tu as plutôt que d'essayer d'en acquérir de nouvelles. Je sais plus Bah, qui dit ça, surtout mais c'est vrai, quoi. apprendre à utiliser le travail des autres, parce que bah, souvent, tu es bon développeur, mais tu n'es pas bon entrepreneur. Donc, il y en a qui Voilà, le c'est sont. ça, c'est ça, c'est ça. Donc, Mais tu sais, ce qui paraît, c'est pas très compliqué d'apprendre à développer. Hein. oula, tu vas te brouiller avec certains développeurs. Non, je Non, pense non, que mais c'est pas très compliqué d'apprendre à c'est ce développer qu'on des m'a dit, choses mais là, de je te parle base. débat, je te parle pas de devenir, Ouais, je te parle pas de devenir Facebook ou le mec qui fait Cora. Voilà, c'est sûr, ouais. Non, mais ouais, j'aurais bien aimé avoir plus de compétences dans ça parce que le nombre de petites galères à droite à gauche que j'ai eues ces dernières années, même sur des WordPress, tu vois, c'est tellement basique des fois de régler des choses ou d'optimiser des choses que c'est certain, des compétences en dev m'auraient très souvent fait gagner du temps, économiser de l'argent. Ouais, c'est certain. Mm. Bon, eh ben, Kevin, grand merci. Je pense que là, tu as donné plein d'informations. Ceux qui veulent donc plus d'informations, qui veulent acheter ou investir, donc ils vont donc sur dotmarket.eu, c'est ça? C'est ça. Ouais, exactement. dotmarket.eu. Tu m'as parlé en fait de l'Afrique. Il est déjà ouvert l'Afrique ou pas? Il n'est pas encore ouvert et c'est un projet que j'ai pour 2020 avec un contact, je qualifierais presque d'ami même, ouais, un ami à moi qui habite en Afrique et on a ce projet un peu fou de peut-être ouvrir une place de marché dédiée au marché africain qui je pense est un des. C'est pas que je pense, parce que ça ferait sens. J'aurais l'impression de faire des prédictions qui ont déjà été faites depuis 10 ans, mais je pense que ça sera un des gros marchés d'avenir. Et voilà, il y a des choses à faire, et donc ça me faisait
Bah, il y en a qui Ça seront me faisait contents parce que kiffer de. marché Voilà. c'est un marché oublié, donc je pense qu'il y en a qui seront contents. Et en plus, moi qui étais il y a 2 ans au salon de l'affiliation à Las Vegas, ils en parlaient déjà, ils disaient que c'est un marché à développer, et que malheureusement, c'est pas développé. En plus, ils sont très mobiles là-bas, donc ils sont Ouais. en avance sur certains domaines, pas d'autres, mais donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est ça, c'est ça. Ça sera pas la priorité. Il y a beaucoup de choses à faire en France. J'aimerais beaucoup lancer des pays européens. C'est pas pour rien qu'on a pris le point EU cette année, mais ça fait partie un peu des fantasmes que j'ai et des projets que j'aimerais bien mener pour l'année ou les 2 ans qui viennent, de développer une place de marché spécifiquement pour le marché africain et pouvoir aller adresser ce marché-là avec ses spécificités, parler aux entrepreneurs sur place, aux investisseurs sur place. Voilà. En tout cas, tu auras t'auras un gros boulot à faire par rapport au financement, parce que le gros problème de l'Afrique, c'est l'argent et le financement, malheureusement. Bon, il y a PayPal Ouais, là-bas, mais bon, c'est voilà, c'est pour ça qu'il va y avoir des spécificités, des complexités, mais c'est pour ça aussi que je veux bosser avec des gens sur place. J'ai pas la prétention de connaître le marché africain et de pouvoir y aller avec d'autres markets comme ça, tu vois, et dire, hey, les gars, ça vous dit de lancer la version africaine? Non, je veux bosser avec des gens sur place et voilà. C'est un projet, mais je pense que c'est un beau projet et on verra ce que bah, ça donne. c'est plus qu'un projet, parce que maintenant que tu l'as dit, il faut y aller vite, parce qu'il y en a qui vont vouloir te copier. Il n'y a pas de souci, j'accueille la compétition. Bon, Kevin, grand merci, à bientôt. Merci à toi, à plus, salut. Ciao. C'est tout pour aujourd'hui. Donc merci à Kevin donc, de nous avoir donné toutes ces bonnes informations. Donc j'espère que tu as vraiment vu l'importance. Et si tu veux investir, souvent on parle d'immobilier. L'immobilier c'est très bien, mais avec les sites internet on peut faire vraiment beaucoup de choses. Bien sûr, il faut avoir quelques techniques SEO. Le plus c'est mieux. Ou sinon si vous êtes à 2 par exemple et que vous avez un pactole de 5 ou 10 000 euros, voilà, on peut déjà acheter un premier site, un deuxième, puis après peut-être même mélanger avec des créations de sites aussi, hein, pourquoi pas, hein, et avoir un autre site pour pouvoir donc générer des revenus avec l'affiliation, l'infoprenariat et tous les business que tu veux, hein. Il est possible donc de faire de l'actif digital avec, donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc je te redonne le site, donc .market EU. Donc si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à commenter et à partager. C'est sur YouTube, donc n'hésite pas à mettre des commentaires et à mettre des pouces, ça va aider le podcast. Et si c'est d'autres plateformes, n'hésite pas à appuyer sur le bouton t'abonner pour avoir tous les épisodes. Je le répète, donc je publie 2 fois par semaine. Différents entrepreneurs qui vont te donner des conseils pour devenir libre financièrement. Il y a une grande palette donc de possibilités. Ça reste toujours de la création de l'investissement. C'est très bien qu'il faut donc passer du côté gauche du cadran. Enfin, du côté droit du cadran, pour ceux qui connaissent le cash flow cadran, donc pour pouvoir créer des actifs, soit être entrepreneur, soit être investisseur. Il n'y a pas d'autre choix. Les autres choix, c'est salarié et soit même employé, on va dire même freelance par exemple, ou docteur ou autre. Et c'est des bonnes situations, mais on est toujours dépendant en fin de compte d'un client ou autre, et il vaut mieux donc créer un système où les gens travaillent pour nous ou votre actif travaille pour vous. Voilà, je pense que tu es au courant, mais bon, c'était un rappel. Donc moi je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.